Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un peu différemment. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de proposer. Malheureusement, j'ai pas de planche et tout pour vous montrer ce que je veux sur une planche tactique entre guillemets. Mais je pensais à un truc aujourd'hui, un truc sur comment le Barça pourrait jouer, sur comment je pense que le Barça pourrait bien jouer l'année prochaine. On va pas trop se projeter au niveau des recrues, hein, au niveau de au niveau des achats, mais je vais essayer de vous... En fait, c'est juste un avis tactique, en fait, un avis sur l'organisation que l'on pourra avoir et sur comment on pourrait jouer. Je vais essayer de donner un max de détails, donner un certain nombre de raisons. Pour l'instant, je ne vous ai pas préparé de vidéos ou d'images plus précises que ça, mais j'espère quand même que ça vous plaire. Alors, donnez-moi vos avis, bien sûr, vous me dites si ça vous plaît, ce genre de choses, si on doit le faire de manière plus poussée. Mais moi, j'ai envie de vous faire ça comme ça. Enfin, moi, je le fais au pif comme ça parce que j'ai juste envie de le faire. On part. Donc, comme vous voyez, on a on va dire un 4-3-3 avec un double pivot, Francky, et un numéro 6. Pour l'instant, on ne va pas en parler. On va voir avec le temps quel numéro 6 on prend. Et Pedri en 10. Et puis devant, tu as Lewy, Yamal et Félix. Dans l'option où c'est Félix qui joue ailier gauche. Mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités. Là, vraiment, comme je vous ai dit, on ne va pas trop se concentrer sur le mercato, mais sur comment on fait. Même si je sais qu'en fonction des joueurs que tu as, tu joues différemment. Mais la grosse information que l'on pourra avoir, c'est que déjà l'année prochaine, on sent vraiment que ça va partir sur un double pivot parce que Francky est de plus en plus confirmé et on voit de plus en plus que Francky a besoin d'un double pivot. Alors, on commence par la défense. La défense, il y a Christensen, Araujo, Cancelo et Baldé. Alors, certains vont peut-être me dire qu'on ne peut pas jouer avec deux latéraux très offensifs, mais on va voir que c'est pas impossible. On va dire que c'est pas impossible. Bien sûr, tu peux remplacer un des latéraux par une version défensive. À la place de Cancelo, tu peux mettre Araujo à droite si tu veux, parce que dans cette optique, je suppose qu'on a vendu un défenseur, on a sacrifié un défenseur. Je veux dire, c'est Koundé, hein, mais on pourrait dire que c'est Christensen aussi, le raisonnement reste le même. Et voilà. Mais on va partir sur ces latéraux offensifs parce que moi, je pense que on a besoin de puissance offensive, on en manque. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un, si j'étais coach, ça serait vraiment tout pour l'attaque, quoi. Donc, c'est pour ça que je pars sur ça. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire comment moi je vois les choses là, c'est l'organisation ordinaire, on va dire, l'organisation de base que vous verrez afficher lors des avant-matchs, que vous verrez afficher en début de match. Mais comment ça s'organiserait en vrai dans le jeu, en fait? Comment moi je vois ça? En fait, Francky de Jong, pour moi, je ne peux pas le mettre seul en 6 à ce niveau-ci, parce qu'on a vu que Francky, il touche beaucoup le ballon. Donc pour moi, Francky, j'ai besoin de lui beaucoup plus haut, enfin pas beaucoup plus haut forcément, mais qu'il ait la possibilité de se projeter, en fait, d'avoir de la liberté et de se projeter, bien sûr, en espérant qu'il libère plus facilement et plus rapidement le ballon. D'où l'importance d'un vrai numéro 6. Pour moi, on l'a vu par exemple avec Christensen, quand tu utilises Francky en 6 ou quand tu mets Christensen, c'est Francky qui fait les sorties de balle. Et tu le perds un peu plus haut parce que Francky peut vraiment avoir une vraie qualité, peut vraiment te servir plus haut. Du coup, moi, je partirais vraiment avec un 6. Le 6 qui viendrait vraiment se placer là en libéraux, vous voyez. Et les défenseurs vont venir écarter. Ça, c'est en phase offensive. Les défenseurs, les latéraux vont écarter au maximum, élargir. Et nos latéraux vont venir se positionner là pour venir apporter de la densité au milieu de terrain. Le 6 se positionnant là en libéraux pour organiser devant lui. Et Francky de Jong, lui, il vient à peu près se positionner dans cet espace-ci, avec un Pedri qui va être dans cette zone-là, un Félix qui va rentrer bien sûr, et un Baldé qui va être un peu plus haut, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc en fait, on passerait d'un double pivot en phase défensive, entre guillemets, d'un double pivot avec Francky et le numéro 6. On avait ça de base. Et là, tu te retrouves avec le 6 qui va venir vraiment être reculé pour organiser. D'où je pense qu'on doit recruter un 6 qui a une belle vision de jeu. Pas seulement un 6 qui est casseur et tout en mode Casemiro, mais vraiment un 6 qui peut vraiment organiser devant. Voilà, du coup, on serait avec quelque chose comme ça. Et Francky beaucoup plus haut, proche du 6, mais beaucoup plus haut. Vous voyez, il peut être dans cette zone-là ou il peut être aussi là pour que Pedri soit beaucoup plus haut. On parlera des remplaçants plus tard. Et moi, en fait, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, le numéro 6, en fait, serait un troisième défenseur, pas un troisième défenseur, mais un libéraux. Ça peut être intéressant pour Kimmich, par exemple. Pourquoi? Parce que Kimmich a été souvent placé en
en défenseur central, hein, il faut savoir ça. Francky aussi est d'ailleurs été placé en défenseur central. Je ne sais pas si vous voyez par exemple Onana, je ne sais pas, peu importe. Mais là, on va prendre l'exemple de Kimmich. S'il peut être là, Kimmich, il peut avoir cette patte pour ressortir. Mais après, beaucoup se plaignent et disent que Kimmich n'est pas numéro 6. Alors que sa gloire a été faite à ce poste-là quand même quelque part, j'ai envie de dire. Donc, si tu considères que tu ne prends pas Kimmich, tu prends Zubimendi, tu prends peu importe, il te faut un joueur qui bat le pied, peut être là et pouvoir organiser quand les latéraux sont très excentrés, comme vous voyez là. Les latéraux très excentrés, les défenseurs aussi très excentrés. Ça, c'est dans la phase où tu as le ballon. Et quand tu as le ballon comme ça, en fait, tes latéraux, ils apportent de la densité au milieu de terrain et ils apportent aussi de l'espace. Ils sont super excentrés. Et tu as un Yamal qui lui aussi est excentré. Et tu as un Félix qui, en rentrant, pas forcément demander, tu demandes à Baldé de venir cohabiter en plus avec Félix, en fait. Parce que tu sais que Félix va forcément rentrer. Donc, le défenseur qui est sur Félix, soit il reste sur Félix, soit il décide de laisser Félix et de venir compenser sur Baldé. D'où cette importance-là. Et de l'autre côté, tu as Yamal qui lui va beaucoup plus coller la ligne. Donc ça va permettre à Pedri de prendre le demi-espace à cet endroit-là. Et Cancelo de venir occuper cette zone ou de voir un Yamal, quand Yamal va venir rentrer, avoir un Cancelo qui va venir monter plus haut et un Pedri qui va reculer. Vous voyez ? Donc ça peut s'organiser comme ça. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et avec un Lewis, forcément, j'espère qu'il, lui, ne bouge pas trop et reste dans cette zone-là. Après, tu peux te dire, non, je ne vais pas utiliser Pedri, je veux utiliser Gundogan, qui a été très bon, par exemple, on l'a vu lors du dernier match contre Naples. Gundogan dans le demi-espace, ça peut être très très intéressant quand Yamal est là, quand Yamal prend vraiment on va dire vraiment très excentré, Gundogan dans ce demi-espace, avec un Félix qui est là, et avec un Baldé qui occupe cette zone, et avec un Cancelo qui peut revenir rentrer dans le milieu, c'est quelque chose que tu peux voir aussi, et un Kimmich beaucoup plus bas, vous voyez, un Francky qui peut se projeter. Donc au final, en phase offensive, tu te retrouves avec quelque chose comme ça, et qu'est-ce que ça fait? C'est que derrière, t'es pas à l'abondant non plus, parce que tu as les trois qui sont toujours là. Bien sûr, ils avancent en phase offensive, ils avancent, mais tu as les trois qui sont toujours là. Bon, là, vous voyez sur mon terrain, le terrain n'est pas assez large par rapport aux pions qui sont un peu gros, mais vous voyez à peu près l'idée. Et en phase défensive, ça ressemblera à quoi? En phase défensive, tu as les joueurs qui retournent là. Ça va pas être évident de faire les allers-retours, d'où l'importance de ce double pivot, parce que justement, quand on est en phase offensive et que non, on a Baldé qui est très haut, Cancelo qui est très haut, Francky ne bouge pas. Francky reste dans cette zone. Francky ne peut pas aller plus haut, parce que là, tu as déjà tu as déjà 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 joueurs qui sont offensifs en train de se mouvoir. Félix là, Lewy là, dans sa zone. Félix en train de rôder et Gundogan aussi. Tu as Yamal. Donc, il faut que Cancelo reste proche de la zone et Francky reste aussi proche du carré adverse, mais ne cherche pas à se projeter. Sinon, on crée du danger, de l'infériorité derrière en contre-attaque, par exemple. Donc, ça, c'est ça que moi, je vois. Ensuite, tu pourrais, en phase défensive, rejouer comme ça tout simplement avec tes latéraux qui vont venir attendre l'adversaire là, vraiment prendre l'adversaire à la gorge, mais ne pas trop descendre parce que c'est un risque, parce que tu laisses de l'espace derrière à ce niveau-ci, mais en jouant là, tu apportes de la densité au milieu de terrain qui fait que supposément, tu peux plus facilement récupérer le ballon. Et là, en phase défensive, encore une fois, en phase défensive, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Tu peux plus facilement récupérer le ballon en phase défensive, quelque chose comme ça, parce que justement, au milieu de terrain, tu as maintenant Baldé, Francky, Kimmich, Cancelo, Gundogan, Félix. Ça te fait déjà 6 mecs. Et le seul mec que tu vas dire, reviens, tu fais le pressing, bien sûr, mais garde-toi disponible, c'est Lewy et Yamal, parce que Yamal a quand même une pointe de vitesse, ça peut être très intéressant. Mais tous les autres, ils sont vraiment occupés à être super présents dans cette zone. Donc moi, c'est ça que je me dis. C'est en ce sens que je vois l'utilité d'un double pivot. Parce que si tu n'as pas de double pivot, on va dire que tu as par exemple juste Pedri. Tu as par exemple juste Pedri qui va jouer là avec Francky seul dans cette position. En ce moment-là, tu te retrouves dans une position où Pedri va forcément monter, Gundo va forcément monter, et tu as Baldé qui lui aussi monte, Cancelo il monte. En fait, là, tu te retrouves dans une posture où ta seule protection là, ça va être le 6. Et si le 6 se fait prendre, Baldé n'aura pas le temps de reprendre, Cancelo n'aura pas le temps de revenir.
et tu t'exposes. Du coup, vraiment, ça c'est de la théorie, hein. Mais je pense que l'organisation, la meilleure organisation, ce serait ça, celle que je vous ai présentée. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire revenir, par exemple, le petit Nico qui est à Porto pour te dire, on va pas dépenser beaucoup d'argent sur un 6, on va prendre Nico. Je pense pas qu'on va le faire. Mais je pense que tu peux faire revenir Nico quand même pour qu'il ait du temps. Si tu veux pas faire jouer Casado, Nico a déjà eu de l'expérience quand même en jouant à Porto. Tu fais revenir le petit Nico qui va venir jouer là et tu te retrouves avec quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que ça semble très très offensif. Tu peux te dire que non, je préfère jouer avec un système beaucoup plus défensif. Alors, tu sors Baldé qui est jeune, qui a besoin encore de mûrir. Tu mets Cancelo à gauche, tu mets Arojo à droite, et qu'est-ce que tu fais? Tu mets Christensen là, et tu mets par exemple le petit Koubarsi ou Inigo, je sais pas, disons le petit Koubarsi, tu le mets là, et là tu joueras avec un système beaucoup plus défensif qui ferait que quand Cancelo monte, t'as Koubarsi qui va sur la gauche, Christensen qui va venir se positionner un peu au milieu à cet endroit, t'as Arojo là, tu te retrouves avec une défense à 4, t'as Gundo qui peut se projeter, Félix il va venir récupérer dans cette zone, donc tu te retrouves avec ça, en fait, offensivement, tu te retrouves avec un Cancelo qui va jouer là. C'est à peu près comme ça qu'on a joué contre Naples. Cancelo qui va jouer là. Et tu te trouves comme avec ce double pivot qui va venir, en fait, être derrière eux pour faire ramasser tous les ballons qui reviennent et venir se proposer. C'est aussi une possibilité. Mais vraiment, je pense que ce double pivot, c'est vraiment le moyen de dire, en fait, ce double pivot, il est presque fait pour Frenkie de Jong. Parce que si tu dis que je ne vais pas utiliser le double pivot, tu n'as pas besoin de Frenkie de Jong en ce moment-là. Tu peux jouer avec un 6 ordinaire. Mais si tu veux vraiment utiliser les qualités de Frenkie de Jong, c'est-à-dire pouvoir ressortir le ballon quand même, pouvoir tourner autour du 6, mais pouvoir avoir la liberté de monter tout en sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui va venir le protéger, alors c'est quelque chose que tu peux essayer. Alors, on peut voir d'autres changements, par exemple, en disant que Lewy, tu peux le faire sortir, tu peux mettre Roquet, quelque chose comme ça. Ok? Et moi, mon petit caprice, quand même, ce serait Nico Williams, parce que personnellement, je pense que Nico Williams crée beaucoup plus de danger que Gvara, par exemple, à Naples. Il coûterait, je pense, moins cher. C'est vrai, Nico a prolongé, mais je pense, Nico, 50 millions, 60 millions, on est capable de le faire bouger, tu vois. Alors que Gvara, ça va nous demander beaucoup plus. Les Alios, ça va nous demander beaucoup plus. Donc moi, je partirais plutôt sur quelque chose comme ça. Et ça ressemblerait plus à ça, en fait, j'ai envie de vous dire. Et là, tu te retrouves avec deux ailiers qui sont super forts dans le 1 contre 1, tout simplement. Super forts dans le 1 contre 1. Et là, tu as besoin vraiment d'avoir en disque un joueur qui va venir épauler Lewandowski, dans ce cas, qui va venir épauler Lewandowski et pouvoir mettre les buts, en fait. Et pour ça, je pense Gavi derrière l'attaquant, Gavi en faux neuf. Enfin, pas vraiment faux neuf, mais Gavi derrière, là, il ne considérait pas Gavi comme numéro 10. Parce que si tu doubles le pivot, le dépositeur du jeu, ça va être soit Frenkie, soit Kimmich. Mais là, Gavi doit vraiment être super proche de l'attaquant, vous voyez. Gavi va vraiment tourner autour de Lewy pendant que Nico est plus haut. Et ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Avec un Cancelo, bien sûr, qui ne pourra pas forcément monter autant quand il a Nico, parce que forcément Nico occupe déjà cette zone, ce qui fait que Cancelo peut venir s'immiscer dans le milieu de terrain, et c'est quelque chose qu'il peut faire, la qualité de faire, la qualité technique, et surtout on peut profiter de sa belle patte droite pour les frappes, pour l'organisation. Ouais, il peut toujours dédoubler ici, c'est possible. Ouais, donc moi c'est plus comme ça que j'espère que le Barça jouera, et le Barça aura, j'espère, une plus grosse faculté en termes de pressing. En termes de pressing, pourquoi je le dis? Désolé, la vidéo, si elle est un peu longue. En termes de pressing, pourquoi je le dis? Parce que là, si on revient sur le système de base que j'avais, alors avec Félix qui revient là, avec Koubarsi qui sort, et on va remettre Baldé, juste histoire de vous montrer comment moi j'organiserai le pressing. Voilà, t'as à peu près ça, hein. Tu peux laisser Gavi là, sinon au pire tu peux mettre Gavi aussi en double pivot. On pourra en reparler beaucoup plus tard, c'est un débat aussi pour certains. Alors voilà, donc on a ça comme double pivot. Alors en pressing, comment ça se passerait? En fait, tu demandes à un joueur comme Frenkie d'être sur leur 6 à lui, ou Pedri d'être sur le 6 adverse. Malheureusement, je ne peux pas mettre deux équipes là. Peut-être on montrera ça prochainement. D'avoir Pedri qui est vraiment sur leur 6, qui ne bouge pas. Et nous, on a Kimmich qui est inamovible. Kimmich doit rester, le 6 doit rester là.
Vraiment, bien sûr, il fait le pressing, mais il doit rester dans cette zone. Il ne doit pas quitter cette zone parce que souvent, on a vu le 6 dézoner et on se retrouve avec des trous. Moi, je pense tant qu'on n'a pas une assurance touriste sur notre défense, le 6 doit rester là. Francky et Félix, c'est là que tu vas voir leur importance dans le pressing. Et Cancelo aussi et Baldé qui vont vraiment coller nos latéraux. Vous voyez, pendant que Lewy et Yamal vont coller, Baldé et Cancelo collent les ailiers, pendant que Lewy tourne en faisant du pressing forcément, et t'as Yamal qui va venir coller son latéral aussi. En se faisant ça, tu occupes déjà le 6. Tu occupes les deux autres postes entre Félix et Francky qui collent. C'est comme ça que tu les occupes. Yamal qui colle un latéral. Du coup, bien sûr, ça te fait que là, il y a un latéral de moins. Du coup, c'est là que va servir Kimmich dans la compensation. C'est-à-dire le 6 dans la compensation, en fait. C'est là que ça va se passer. Et avec un hors-jeu qui doit venir, qui doit gérer là. Donc, je ne suis pas un expert en pressing, mais moi, je pense que le pressing que nous, on doit faire, ça doit vraiment être du one versus one, quoi. Man sur man. Comment je veux que je le dise? Vraiment 1 contre 1. Vraiment, pas de pressing individuel, mais vraiment, chacun de nos joueurs, à chaque match, doit savoir qui est mon joueur. Moi, un peu comme en basket. Au basket, souvent, on se dit, OK, en fonction de vos forces et vos faiblesses, toi, tu défends sur tel, toi, tu défends sur tel. C'est exactement ça. On se dit, toi, tu défends sur tel mec, toi, tu défends sur tel mec. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et on ne les lâche pas. C'est comme ça qu'on presse. De telle sorte à ce qu'on a un joueur qui, toujours, vraiment un joueur qui a du volume. Pedri, il a du volume. Ça sera encore plus parlant avec Gavi. Gavi ayant du volume, tu dis à Gavi, mon gars, tu colles le 6 comme un ouf. Bien sûr, si par exemple l'équipe adverse a un 10 très movible, un 10 qui peut faire des très belles choses de type sorte de Modric, quelqu'un vraiment qui c'est vraiment la clé de l'équipe adverse. Tu demandes à Gavi, frère, suis-le comme un chien, tu le colles comme la peste en fait. Tu vois, ça serait ça le rôle. Et une fois que tu colles leur 10 ou leur 6, les autres joueurs en fait, tu restes proche d'eux et il n'y a pas moyen que le ballon il circule. En les faisant tous reculer de cette manière-là, tu apportes une densité au milieu de terrain et tu as Lewy qui, lui, va venir toujours rentrer au contact. Cette densité-là, je pense que on récupère le ballon. Après, c'est quelque chose qui doit se faire dans la vitesse, mais dans la projection, ensuite, tu aurais ça justement dans la projection ensuite. D'où, comme je vous ai dit, l'importance de jouer avec ce double pivot. Et tu as le 6 qui, lui, va toujours rester dans cette zone. Donc, défensivement, on a assez couvert. Je ne suis pas un expert, mais c'est mon avis. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être testé. Je pense que c'est quelque chose que l'on a fait, par exemple, contre Porto. Mais je pense que ce système où tu dis vraiment au 6 de venir être le libérons un peu, le troisième défenseur, c'est quelque chose qui peut libérer beaucoup plus d'espace. Mais après, on verra ce que notre prochain coach fera. Mais c'est mon avis. J'y ai pensé rapidement. Donc, petit avis. Dites-moi ce que vous pensez. Que la paix soit sur vous, les amis. Peace and love.